Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cyber-résilience avec Benoît Dupont. Bonjour Benoît. Bonjour. Et Olivier Calef. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Vladimir Collat. Bonjour. Et Harry Schauer. Bonjour. Alors Olivier, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors, je m'appelle Olivier Calef et je suis directeur cyber-résilience et crise au sein du cabinet Erium. Benoît. Alors, je suis Benoît Dupont, professeur de criminologie à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en cybersécurité. Alors, la cyber-résilience, qu'est-ce que c'est ? Alors, la cyber-résilience, pour moi en tout cas, parce qu'il y a plusieurs définitions qui circulent et puis c'est un terme polysémique, mais moi je conçois la cyber-résilience comme la capacité d'une organisation, publique, privée, peu importe, de limiter l'impact des cyber-perturbations. Ça peut être des chocs, ça peut être des stress, c'est-à-dire plus ou moins graves. La capacité de cette organisation à maintenir des fonctions critiques face à des attaques, de rétablir très rapidement les opérations normales et en bout de ligne aussi d'apprendre et de tirer les leçons de ces incidents pour s'adapter à l'évolution des cyber-risques. Donc c'est tout un processus et à la fois c'est un résultat qu'on cherche à atteindre. Jusqu'à maintenant, on entendait beaucoup parler, enfin jusqu'à maintenant, depuis 20-30 ans, de continuité d'activité ou de reprise d'activité avec les plans de continuité et les plans de reprise. Et finalement, la résilience, c'est quoi la différence par rapport au PCA-PR1 ? Je pense que la résilience, ça fait appel à des notions qui proviennent d'autres disciplines ou d'autres pratiques professionnelles que l'informatique ou que les technologies de l'information. Donc ça évoque des processus de capacité d'absorption, de capacité d'apprentissage, de préparation, de travail en équipe, donc des dimensions organisationnelles autant que des dimensions techniques. Donc je pense que le terme de résilience par rapport à la continuité des affaires ou à la restauration, récupération des systèmes, c'est quelque chose qui est un petit peu plus global, un peu plus holistique, je pense, qui fait appel à des dimensions techniques, dimensions sociales, dimensions organisationnelles, des dimensions aussi d'acceptation des risques, c'est-à-dire que la cyber-résilience, c'est aussi, je crois, personnellement en tout cas, ça relève d'un rapport, d'un état d'esprit face au risque qui est un petit peu différent de la cybersécurité, puis des pratiques qui en découlent, ou de sécurité de l'information, hein, quels que soient les termes que vous voulez utiliser, c'est-à-dire que dans la cyber-résilience, on accepte que les risques sont inévitables, qu'ils sont imprévisibles, qu'ils émanent d'êtres humains qui innovent aussi, d'attaquants qui innovent, et donc d'avoir des procédures, c'est très bien, d'avoir des manuels avec des checklists, des playbooks et tout ce que vous voulez, c'est génial, mais dans la vraie vie, ça ne vous servira certainement pas. Par contre, tout ce que vous avez appris en développant ces outils-là, vous allez pouvoir le mobiliser pour répondre à la crise spécifique et unique à laquelle vous êtes confronté. Donc c'est là que je verrais moi une légère innovation ou une différence avec les pratiques un petit peu plus anciennes qui étaient déjà établies et qui font partie elles-mêmes de la cyber-résilience. Là, c'est pas une cassure dans mon idée, là. Pour illustrer un peu ça, il y a quelques années, Netflix avait publié, je crois que ça remonte quasiment à 10 ans, mais ils les ont un peu maintenus, a publié des outils qu'ils ont appelés les armées de singes, c'est Simian Army, qui justement leur permettaient de casser volontairement des parties du système en surchargeant les disques durs, en saturant le CPU, en faisant les pannes DNS, plein de choses comme ça, pour tester leurs infras et les obliger à avoir des infrastructures vraiment très résilientes. Effectivement, puis dans l'approche très novatrice de Netflix, d'ailleurs qui a continué à innover après ça, hein, sur la question de résilience, ils sont quand même pas mal en pointe. Il n'y avait pas uniquement la dimension
des infrastructures et de leurs capacités. C'était aussi des exercices qui étaient lancés dans le système de production pour affûter un petit peu les capacités des équipes qui maintenaient ces infrastructures à réagir très rapidement face à l'incertitude. Donc il y avait la dimension technique, mais ils avaient aussi dès le début conçu ça comme étant un exercice d'apprentissage permanent pour essayer de faire progresser leurs équipes, de les garder à la pointe des connaissances et de les familiariser aussi avec l'incertitude, parce que c'est ça finalement, et moi je suis issu des sciences sociales, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on peut avoir les meilleurs systèmes, les plus robustes, mais si les humains qui les opèrent n'ont pas cette fluidité, cette capacité d'improvisation, cette familiarité avec des situations de crise, ils vont connaître des états que les pilotes, par exemple, de chasse connaissent bien, qui est la stupeur ou la stupéfaction face à une situation qu'ils n'ont jamais rencontrée, qui paralyse. Et donc, ce que Netflix avait voulu faire, c'est avec ses exercices et avec ses Chaos Monkeys, c'était justement faire en sorte que leurs ingénieurs soient très réactifs et soient à l'aise dans ce type de situation-là. Olivier, tu voulais rajouter ? Oui, en complément, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une des différences qu'on va donner entre la notion de cybersécurité et la notion de cyberrésilience. C'est finalement la cybersécurité, elle sera un petit peu orientée sur ce qui s'est déjà passé, et à partir du passé, essayer de prédire et de prévenir les différents risques auxquels on peut être confronté. Tandis que la cyberrésilience, c'est finalement, on est plus tourné vers l'avenir. On va anticiper, on va préparer et s'organiser de façon à être capable de survivre, quels que soient les événements adverses qui peuvent se produire. Donc finalement, c'est être capable de survivre à quelque chose qui n'est absolument pas préparé et qui peut être même inattendu. Et finalement, en termes d'approche, la cybersécurité, on va essayer de faire en sorte qu'on ne tombe pas en panne, qu'on n'ait pas de problème. En anglais, on appellera le fail safe. Tandis que la cyberrésilience, ça sera finalement admettre tout à fait le fait qu'on peut avoir des incidents, on peut avoir des problèmes, même des problèmes majeurs. Par contre, ça a été anticipé et on saura comment finalement retomber sur ses pieds. C'est dans ce cas-là, en anglais, on va parler de safe to fail. Alors, il me semble que c'est un concept qui est relativement nouveau. Enfin, il me semble qu'on en parle depuis une petite dizaine d'années. Comment est-ce que ça a vu le jour ? C'est nouveau en sécurité de l'information, mais le concept de résilience en physique des matériaux, ça existe depuis plus de 200 ans. Donc, c'est quelque chose c'était une capacité d'absorption des tensions, des chocs, qui existait déjà. Ça s'est transféré ensuite dans la gestion des désastres naturels. En psychologie, on parle depuis très longtemps, depuis la moitié du XXe siècle, de résilience. C'est la capacité, encore une fois, à absorber du stress, à y répondre de façon positive plutôt qu'à en être complètement paralysé ou en être la victime. En sécurité de l'information / cybersécurité, effectivement, c'est quelque chose d'assez nouveau. Moi, je pense que c'est le résultat du constat que on ne pourra pas se tirer des problèmes auxquels on est confronté par les solutions techniques seulement, que les attaques ne vont jamais cesser d'arriver et de s'améliorer, donc il faut qu'on passe à un nouveau paradigme. Et tranquillement, je pense que le paradigme de la résilience est en train de remplacer le paradigme de la sécurité qui, comme Olivier le mentionnait, est tourné vers le passé. Et donc paraît un peu insuffisant là. Donc je crois que c'est assez récent effectivement. Le problème c'est aussi que c'est très en anglais on dit c'est hyped up, c'est-à-dire que c'est très à la mode et très tendance. Et ça, c'est un peu un des risques, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations, des vendeurs, comme dit, entre guillemets. Je ne sais pas si on utilise le même terme en France qu'au Québec, mais donc c'est un peu péjoratif, là, qui mettent un peu cyber-résilience à toutes les sauces pour essayer de se distinguer, se différencier de leur compétition et vendre ça. Et très souvent, ils ont de la difficulté à le formaliser d'une façon assez persuasive, là. Mais je pense que moi, je suis convaincu que c'est un terme qui va être là pour rester pendant encore de nombreuses années. Et puis de plus en plus, ce qui est intéressant, d'autorités régulatrices dans le secteur bancaire, le secteur des télécommunications, en font maintenant des nouveaux critères. C'est-à-dire qu'elles disent à les entités qu'elles réglementent, vous pouvez être en sécurité, mais on sait très bien que c'est plus de
la conformité que de la véritable sécurité. Donc ce qu'on veut, nous, maintenant, c'est de la résilience, parce que c'est ça qui va nous rassurer beaucoup plus que toutes les checklists que vous avez pu remplir, mais qui restent quand même assez imparfaites. Et on peut aussi dire que dans le domaine de l'informatique, c'est pas non plus très nouveau. Parce que pour vous souvenez peut-être, dans la fin des années 70, vous avez une société qui s'appelait Tandem Computer, qui s'est montée. À l'époque, on parlait de machines à tolérance de panne. Leur système, le premier, il devait s'appeler Non-Stop System ou quelque chose comme ça. C'est l'idée, et leur premier client était bien entendu dans le domaine de la banque, c'était de faire en sorte que finalement une panne ne perturbe pas le fonctionnement et que globalement on puisse toujours continuer à effectuer les transactions bancaires. Donc finalement que d'un point de vue métier, quelques pannes ne soient pas perturbatrices et n'empêchent pas le bon fonctionnement et l'activité économique de la société. Disons que l'ordinateur continuait à fonctionner. Le premier système d'exploitation comme ça, c'était Multics. Tu pouvais avoir un contrôleur de disque dur qui tombait en panne. Les contrôleurs des autres disques durs se partageaient le travail. Bon, c'était quand même assez impressionnant. Et Tandem, c'est d'autant plus impressionnant que moi, j'ai connu des tandems qui ne se sont jamais arrêtés, alors que la totalité de l'ordinateur a complètement changé. Donc le truc, il est mis à jour à 100% au bout d'un moment, et en fait, l'uptime, il est toujours là. Bon, alors on espère que maintenant, avec le cloud, on va faire ça. Et alors, la cyber-résilience, est-ce qu'il y a des normes, des documents qui spécifient la cyber-résilience ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a des documents qui ont été publiés par l'université de Carnegie Mellon. Il y a un modèle de résilience comme ça. Le CERT américain, l'US CERT, a aussi proposé des éléments qui permettent de s'auto-évaluer en matière de résilience. Et puis, surtout, il y a le MITRE qui a défini un document qui s'appelle le Cyber Resiliency Engineering Framework, donc un cadre dans lequel on va définir quelles sont les grandes étapes, quels sont les grands objectifs et quelles sont les cibles à atteindre pour être résilient. Dans le modèle du MITRE, on a 4 grandes étapes. Ça va être la notion d'anticipation, la notion de résistance, ce qu'ils appellent le withstand, la notion de recover, de récupération, et puis la notion d'évolution pour justement essayer de faire un peu de re-engineering ou de réarchitecturer les systèmes de façon à être encore plus résilient. Et en complément de ça, il y a plusieurs objectifs à atteindre. Déjà, être capable de comprendre l'environnement dans lequel on est, se préparer à ces pannes, à ces événements même inattendus, comment les prévenir, et puis comment assurer une continuité de service. Sachant que cette continuité de service, elle peut passer aussi bien par des aspects de limitation pour éviter une propagation d'un rançongiciel, par exemple, ou d'un ver, mais ça peut être aussi pour essayer de bloquer l'attaquant, être capable de reconstituer finalement les ressources dont on aura besoin, éventuellement se transformer soi-même et donc modifier la configuration de notre système d'information de façon à être capable de pouvoir résister et fonctionner malgré le fait que l'on soit sous attaque, et puis la ré-ingénierie pour finalement être capable de reconcevoir complètement un système de façon à le rendre encore plus résilient et encore plus résistant. En fait, ça veut dire que c'est vraiment, on accepte finalement que malgré toutes les protections en place, qu'il faut mettre en place, on va quand même être régulièrement piraté, compromis, et qu'on doit juste s'habituer à réagir vite et bien, et sans finalement que cela soit considéré comme un événement, que ce soit vraiment des non-événements. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est bien en amont, ça met en exergue aussi des techniques de conception ou de programmation
qui vont faciliter le travail des équipes quand elles seront confrontées à une crise. Alors, si on poursuit la typologie du MITRE, il y a aussi 14 techniques qui découlent des 8 objectifs et des 4 buts que Olivier a mentionnés. Et donc, il y a qui sont des techniques que les ingénieurs, les programmeurs vont pouvoir déployer, qui sont familières, hein, la diversité, la redondance, la non-persistance, l'imprévisibilité et autres, qui vont faire en sorte que les systèmes vont être conçus pour, quand ils vont être attaqués, pour avoir une moins grande surface d'attaque, une capacité à être plus facilement reconfigurée, une moindre capacité à être cartographiée par les attaquants, parce que dans certains cas, on va suggérer des techniques de repositionnement de certaines ressources de façon aléatoire, etc., etc. Donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment, à ma connaissance, une des premières fois à la suite des travaux de Carnegie Mellon, où il y a vraiment un véritable travail de formalisation technique de ces pratiques de cyber-résilience et un arrimage avec les dimensions stratégiques des organisations. C'est-à-dire que d'habitude, on a souvent une séparation entre le technique et puis le managérial. Et là, c'est vraiment la volonté d'essayer d'englober et d'imbriquer les deux. Et je pense que c'est très, très prometteur. Et puis, Olivier mentionnait, c'est le MITRE qui l'a formulé, mais c'est le NIST qui le diffuse. Alors ça, c'est pas anodin parce que le NIST, c'est vraiment l'une des organisations mondiales de standardisation les plus influentes. Et donc, si eux, ils commencent à pousser et à diffuser ce standard-là, c'est certain que ça va avoir un impact mondial assez remarquable, certainement. Mais même si le NIST, c'est normalement, enfin, c'est la normalisation de l'administration américaine, pour l'administration américaine. C'est-à-dire, c'est même pas l'organisme de normalisation américain, hein, qui est ANSI. Enfin, ANSI avec un seul S, hein, pas comme notre ANSI chez nous. Donc, mais c'est impressionnant l'influence du NIST. Et d'ailleurs, il y a l'ISO aussi, qui est plus l'organisme de normalisation internationale. Lui-même a lancé un ou deux groupes de travail dans lesquels ils vont chercher à faire converger ces normes sur la cybersécurité ou la sécurité de l'information avec ces normes sur la résilience organisationnelle, résilience opérationnelle. Donc on voit qu'il y a un travail aussi en dehors des États-Unis, parce qu'il y a des pays qui se disent que ça serait quand même bien dommage que la norme dominante soit exclusivement celle américaine et qu'il y a peut-être des alternatives à travailler. Vous connaissez les origines complètes de comment était rédigé ce document? Parce qu'en fait, quand on lit, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en gros, tu remplaces le mot cyber par country. Tu as l'impression que c'est une espèce de guide pour défendre un pays qui est sous attaque, avec déplacement des troupes, des choses comme ça. Ça fait très guide presque militaire. C'est assez surprenant. Il n'y a pas de raison qu'on ait réinventé la roue, hein. De même que quand on fait du traitement d'incidents et qu'on fait des formations, on donne souvent comme exemple les pompiers. On s'inspire quand même en grande partie de l'organisation que peuvent avoir les pompiers avec les différentes brigades ou qui peuvent être dans des villes différentes. La coopération, la coordination, le fait qu'on met pas tous les œufs dans le même panier et qu'on n'envoie pas tous les pompiers sur un seul incendie. On a toujours des personnes qui sont là pour faire du dispatching. Nous finalement avec l'informatique, on arrive bien après une connaissance et une maîtrise et une nécessité de gouverner finalement qui est là depuis des siècles, et nous on reprend finalement des bonnes idées, on essaye d'adapter au mieux compte tenu de notre contexte, mais entièrement d'accord avec toi. Et de toute façon, la résilience, elle renvoie aussi à cette vieille idée militaire là de mission assurance, c'est-à-dire que la mission doit être accomplie à tout prix, et donc et contrairement au monde des entreprises, le monde de la défense ou des opérations militaires, il a moins de restrictions d'efficience. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que la mission soit accomplie, quels que soient les moyens qui doivent être déployés, parce qu'on a un objectif stratégique à atteindre. Et donc, c'est pas étonnant, justement, qu'il y ait cette inspiration des pratiques militaires, parce que pendant toute la période des 30 dernières années là, de mondialisation, l'efficience a été un petit peu privilégiée au détriment de la résilience, et avec les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, tous les conflits le cyberconflit qui se sont généralisés et qui se sont superposés aux conflits kinétiques, on s'est rendu compte que peut-être que la résilience, finalement, ça serait intéressant de rehausser un petit peu son importance
quitte à ce qu'on perde un petit peu en efficience. Et on peut aussi citer comme autre exemple l'architecture militaire Vauban. Quand on prend par exemple la citadelle de Besançon, avec les premières avancées, l'objectif de ces premières avancées, c'est pas de résister à l'ennemi en permanence, c'est plutôt de permettre de retarder l'ennemi pour que le deuxième niveau de défense soit capable de couvrir la retraite de ceux qui sont en première ligne, pour qu'on puisse finalement regrouper ces troupes derrière. Donc c'est vraiment un principe de résilience. C'est-à-dire que je ne cherche pas à coûte que coûte à repousser l'attaquant, j'assume le fait qu'il va, oui, faire tomber 2 ou 3 lignes de défense. Le principal pour moi, c'est de pouvoir rapatrier le maximum de mes troupes pour pouvoir continuer la défense de plus en plus haut. Et vraiment, je recommande de regarder un petit peu l'architecture de la citadelle de Besançon. C'est vraiment un des meilleurs exemples. Et globalement, toute l'architecture. DMZ qu'on met en place justement avec plusieurs niveaux, justement pour ralentir au maximum et être capable de détecter et ensuite de repousser l'attaquant. Exactement, c'est le même principe. Donc c'est un certain Vauban qui devait être un peu informaticien avant tout le monde. Alors, il y a une étude qui a été réalisée par le Global Risk Institute sur la cyber-résilience. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, alors l'étude a été sponsorisée ou commanditée par le Global Risk Institute, qui est un think tank d'institutions financières et de compagnies d'assurance canadiennes, et que j'ai réalisé donc à la demande de cet organisme, et qui a consisté à aller interroger des professionnels de la cyber-résilience à l'intérieur de ces institutions. C'est-à-dire que moi, ma posture, c'est celle d'un universitaire. Alors, on aime bien jongler avec les concepts, mais en fait, on se rend compte qu'il y a des professionnels qui, au quotidien, pratiquent la cyber-résilience, sans forcément même se revendiquer de ce terme-là, mais avec les définitions et les critères qu'on a donnés, c'est exactement ce qu'ils font. Donc, l'idée était d'aller les interroger et de comprendre les leçons qu'ils avaient tirées de plusieurs années de réponse à des incidents, de mobilisation des ressources pour essayer de mieux préparer leur organisation face à la cadence toujours plus fréquente des attaques, et d'essayer d'en tirer des leçons peut-être pour les organisations un petit peu moins matures, entre guillemets, que les institutions financières, pour voir si on ne pouvait pas essayer de distiller l'essence de la cyber-résilience qui permettrait justement à des organisations qui voudraient accélérer leur transition vers cette approche-là, de bénéficier un petit peu de toute cette expérience accumulée de spécialistes de la sécurité de l'information dans des institutions financières qui sont particulièrement exposées parce que ce sont des cibles privilégiées de la part des hackers et des attaquants. Et donc, quelles ont été les grandes lignes ? Les grandes lignes, d'abord la manière dont l'étude a été menée, c'est que j'ai interrogé une cinquantaine de CISO et de spécialistes de réponse aux incidents dans 5 pays, Canada, États-Unis, Angleterre, France et Hollande. Et la leçon principale pour moi, mais après il y avait de multiples déclinaisons, c'était que vraiment c'était la qualité des équipes, que ce soit leur sélection, leur formation, leur entraînement, la manière dont elles sont gérées avant, pendant, après une crise, qui va déterminer la capacité des organisations justement à atteindre cet idéal de cyber-résilience. Ça, c'est vraiment un discours que j'ai entendu, que ce soit à Londres, à Toronto, à New York. On peut avoir la meilleure technologie disponible, on peut être capable de dépenser des centaines de millions d'euros, mais si vos équipes n'ont pas été adéquatement formées, préparées, entraînées à répétition, vous risquez l'accident industriel majeur face à une attaque si vous vous appuyez exclusivement sur ces outils. Donc c'était vraiment ça, c'était... ce qui ne veut pas dire qu'on doit négliger l'acquisition de ces outils. C'est qu'une fois que vous avez ces outils-là, votre travail ne fait que commencer. C'est-à-dire que vous devez essayer de constamment travailler pour imbriquer les machines ou les algorithmes et les humains qui les opèrent et qui les travaillent. Et donc, c'était vraiment un appel à prendre beaucoup plus au sérieux cette préparation en amont et cet apprentissage en aval des incidents et des attaques, et d'y consacrer les ressources nécessaires. Alors il y avait un certain nombre de leçons sur
sur la préparation des playbooks, sur les exercices sur table, les simulations, avec un certain nombre de meilleures pratiques en termes de simulation régulière d'incidents, sur la création d'une culture d'un apprentissage sans faute, c'est-à-dire de ne pas chercher à sanctionner les personnes qui peuvent être à l'origine de certaines attaques par leur négligence ou par leur manque, parce que sinon tout le monde va dissimuler un petit peu les responsabilités qu'ils peuvent avoir et l'organisation va avoir beaucoup de difficultés à s'adapter. L'importance des réseaux extérieurs aussi, c'est-à-dire ce qui est ressorti de l'étude, c'est que la résilience, elle ne consiste pas dans une capacité unique, exclusive à l'organisation qui veut la mettre en œuvre. C'est-à-dire que pour qu'une organisation puisse atteindre l'état de résilience, il faut que ses partenaires et également ses concurrents puissent travailler main dans la main avec cette organisation dans le même état d'esprit. Ça veut dire que les fournisseurs, les clients, les compétiteurs doivent souscrire à cet état d'esprit et essayer de travailler parce que c'est là qu'on va atteindre une véritable cyber-résilience. Ça se fait en réseau et ça ne peut pas se faire en silo. Alors, je vois bien pourquoi les clients ou les partenaires devraient embrasser cette posture, mais pourquoi les compétiteurs ? Oui, parce que moi, je pensais surtout à la chaîne de sous-traitance. Oui, évidemment, la chaîne de sous-traitance est très importante, mais les compétiteurs, parce que souvent, la chaîne de sous-traitance, ils la partagent, les compétiteurs aussi. Donc, si un compétiteur, un de mes compétiteurs... D'abord, dans les questions de sécurité, quels que soient les domaines, à part dans le domaine des vendeurs de cybersécurité, là, mais la cybersécurité, c'est pas un domaine compétitif, là. Sinon, tout le système s'écroule parce que les interdépendances, y compris entre compétiteurs, sont telles que si l'un d'entre eux identifie un problème de sécurité, son intérêt propre est d'avertir ses compétiteurs pour éviter que tout le système s'effondre potentiellement. Donc il y a vraiment une nécessité... Si c'était vrai, les partages d'indicateurs d'attaque seraient plus faciles. Ouais, mais peut-être, mais les partages d'indicateurs d'attaque, peut-être une des raisons de la difficulté à les échanger, c'est que est-ce que leur utilité est si fondamentale que ça ? Moi, j'ai beaucoup des gens que j'ai interrogés qui trouvaient que c'était vraiment loin d'être la panacée et puis qu'il y avait des choses avec des liens, des réseaux de partenaires et de compétiteurs directs qui pouvaient être beaucoup plus efficaces justement que ces indicateurs-là, dont certains m'ont dit, puis je ne fais que reproduire leurs mots, là, que le système était un petit peu dysfonctionnel là, par rapport à ça. Là. Pour ça, on peut revenir sur l'aspect sectoriel qui a déjà été abordé lors d'un autre épisode de No Limit Security avec par exemple les ISAC. Le fait de pouvoir partager dans un environnement sectoriel effectivement entre compétiteurs, l'approche globale permet de mieux anticiper, de mieux répondre et d'avoir même des concurrents qui vont partager des marqueurs, mais qui seront des marqueurs qui seront vraiment efficaces, qui seront vraiment ciblés et qui seront à intégrer directement parce qu'ils correspondront sans doute aux attaques qu'on recevra dans quelques jours, dans quelques semaines ou autres. Et c'est ça l'intérêt finalement d'avoir des marqueurs qui seront, je dirais, presque plus pertinents que les autres, parce qu'ils seront complètement adaptés à notre environnement parce qu'on sera dans le même secteur. Et pour donner un exemple très concret de ce qu'Olivier vient de dire, moi j'ai des répondants dans le secteur bancaire qui m'ont dit qu'en partageant des renseignements sur ces attaques-là avec des compétiteurs, ils gagnaient entre 2 à 3 semaines de notification d'avance de ce qui va les frapper par rapport au feed de données qu'ils achetaient sur le marché des vendeurs. Parce que les marchés des vendeurs concernent des feeds de données qui sont un peu... à travers tous les secteurs, avec des petites, des grandes entreprises, donc c'est beaucoup moins raffiné qu'un partage plus ciblé avec des compétiteurs qui aujourd'hui va dans un sens, mais demain ira dans l'autre sens, et qui fait qu'à la fin de l'année, ça s'annule et que tout le monde en bénéficie, et que c'est tout l'écosystème qui est renforcé, plutôt que les acteurs plus faibles qui disparaissent, mais qui n'est qu'un avantage de courte durée finalement pour ceux qui retiennent l'information.
Donc je ne peux que confirmer ce que dit Benoît. Dans le secteur de la santé, on a vu à peu près la même chose ces derniers temps. Et encore une fois, cette notion de partage ciblé est extrêmement utile et permet, oui, effectivement, de gagner du temps et aussi finalement de mieux préparer ses défenses et de mieux éventuellement développer des nouveaux plans de réponse de façon à pouvoir contrer les attaques. Alors, Olivier, Benoît, est-ce que vous voudriez bien apporter le mot de la fin ? Comme mot de la fin, je dirais qu'il est important, lorsqu'on va penser cyber-résilience, à bien avoir le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est de ne pas être effrayé par les attaques qui peuvent survenir. C'est grâce à la préparation, grâce à l'anticipation, être finalement capable d'intégrer les chocs ou les attaques que l'on va subir, être capable de prendre des décisions qui ont été préparées, comme abandonner certains types de défense, même les abandonner de façon urgente, pour au contraire donner la priorité à d'autres ressources qui sont défensives, qui seront peut-être plus matures, qui seront peut-être plus adaptées, qui seront peut-être plus souples sur du long terme. Et donc ça doit permettre aux entreprises de continuer à travailler même en étant sous attaque. Et en ce qui me concerne, le mot de la fin serait d'appeler un peu les pouvoirs publics à envisager aussi comment ils peuvent aider les plus petites organisations, les PME, à rehausser ou à améliorer leur cyber-résilience, parce qu'on a beaucoup parlé de cyber-résilience et sous un angle qui concerne les grandes organisations qui ont des capacités importantes à déployer des systèmes, à former leur personnel, à recruter des gens, mais il y a quand même énormément de PME qui sont aussi confrontées quasiment au même type d'attaque que les grandes entreprises, mais qui ont très très peu de ressources à leur disposition. Et donc je pense qu'il y a une réflexion aussi qui devrait être engagée sur la manière dont on peut aider ces PME au plan local à améliorer leur cyber-résilience. Alors il y a des initiatives qui ont démarré. En France, je pense qu'il y a l'ANSSI a lancé un programme d'incubateur de CSIRT au niveau régional pour rapprocher un petit peu les équipes de réponse aux incidents des victimes organisationnelles. En Angleterre, il y a des centres régionaux de cyber-résilience qui ont vu le jour. Et je pense qu'il y a toute une réflexion sur justement comment peut-on aider, comment peut-on faciliter, simplifier la mise en œuvre de ces concepts pour des structures qui ont assez peu de ressources à consacrer finalement à la cybersécurité et donc encore moins à la cyber-résilience. Bien, Olivier, Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.